Et je donne aussitôt la parole à Monsieur Frédéric Bastian, qui lui va nous parler aussi d'une convention, mais c'est une convention de partenariat relative au fonctionnement du lieu d'accueil et d'activité parents-enfants. Merci Monsieur le maire. Donc c'est une délibération qui met en place un temps d'accueil nommé le temps des petits. Donc il s'agit de signer une convention entre la ville de Cherbourg-Octeville, le département de la Manche et la caisse d'allocation familiale de la Manche pour permettre la mise en place de ce temps des petits à la maison Françoise Giroud, espace solidaire de la ville de Cherbourg-Octeville. Ce temps d'accueil convivial se situe dans un cadre préventif, soutien à la parentalité et lutte contre l'isolement. Donc vous avez la convention qui est annexée. Il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention. Pas de remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Délibération suivante, donc toujours une convention, mais cette fois-ci avec la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche. Voilà, donc on a, face aux risques et aux nuisances, l'arrêté préfectoral de mars 2012 instaure la lutte obligatoire contre le ragondin et le rat musqué. Et donc, il vous est proposé de signer une convention qui fixe deux critères, un volet animation et un volet indemnisation. Donc, il y a un volet animation, coordination et suivi des actions et de l'investissement dont le tiers du montant est en fonction du nombre respectif d'habitants par commune et les 2 tiers du montant en fonction de la surface de la commune. Cela correspond pour 2015 pour la ville à un montant de 604 €. Et pour le volet indemnisation, sur la base du nombre de ragondins et de rats musqués éliminés sur chaque commune pendant la campagne de piégeage, soit 1,50 € ou 2,10 € selon les modes d'élimination du cadavre. Au vu des obligations de la lutte collective qui incombent à la ville de Cherbourg-Octeville, il est proposé de signer la convention ci-jointe avec la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche. Voilà. Ragondin et rat musqué. Donc, si vous avez des questions sur l'animal. Ce qui montre qu'on prend nos responsabilités en la matière. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Tant pis pour les ragondins et les rats musqués. La délibération suivante, donc de façon un peu plus sérieuse, parce qu'elle fait appel au service d'hygiène, c'est le renouvellement de convention, et ça c'est dans le cadre justement des prérogatives de la caisse des allocations familiales et les décrets relatifs à la décence des logements. Tout à fait, c'est une délibération effectivement très importante, puisque la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme raisonné, dite loi Allure, pourquoi c'est dite loi Allure, a introduit le principe d'une conservation par les organismes payeurs des allocations de logement familial et des allocations de logement social afin d'inciter les bailleurs de logements non décents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité. Donc c'est effectivement une loi extrêmement importante de ce point de vue, et le décret du 18 février 2015 relatif aux allocations de logement pris pour l'application de la loi fixe les modalités de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur en cas d'indécence du logement. Donc la vérification de la décence du logement nécessite une compétence technique particulière. Donc c'est pour ça que, comme la Caisse d'allocation familiale de la Manche ne dispose pas de personnel spécialisé pour ce type de contrôle, et que de notre côté, nous avons un service intercommunal d'hygiène et de santé de la ville de Cherbourg, dont les techniciens inspecteurs de salubrité ont toutes les compétences pour effectuer ces vérifications de la décence du logement, il vous est proposé de pérenniser le partenariat qu'on a entre la ville et la CAF, qui permet de vérifier la décence de logement et de lutter par voie de conséquence contre les marchands de sommeil. Donc vous avez la convention qui est jointe. Donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention partenariale. Voilà, je donne la parole à Monsieur Le Gemtel. Je souligne simplement que c'est vrai qu'on mobilise, et c'est une très bonne chose, l'expertise du service d'hygiène pour faire appliquer la loi. Et ça, c'était une bonne convention de partenariat. Monsieur Le Gemtel. Oui, merci. Mon propos ne rentre pas tout à fait sur le périmètre de cette délibération, mais je voudrais revenir sur les questions que nous avions posées relatives aux 3 tours et les désagréments rencontrés par certains locataires par rapport aux cafards qu'il pouvait y avoir dans certains logements. Donc c'était pour avoir des éclaircissements sur ce qui avait pu être fait depuis cette période.
Par ailleurs, comme vous avez évoqué, Monsieur le maire, le devenir des 3 tours dans une récente expression publique, nous tenions à rappeler que sur ce sujet, nous avions proposé une méthodologie par rapport aux 3 tours qui était celle d'un appel à concours d'architectes, comme cela peut être fait dans un certain nombre de reconfigurations urbaines. C'est pour avoir votre appréciation sur ce sujet. Voilà, d'accord. Sur la problématique particulière des cafards, est-ce qu'il y a des réponses à apporter? Enfin, je sais pas, je ne veux pas... La problématique des cafards est une problématique extrêmement complexe à traiter, puisque pour qu'elle soit efficace, le traitement anti-cafard, il faut qu'il ait lieu quasiment dans tout l'immeuble de manière simultanée. Quand je dis dans tout l'immeuble, c'est y compris dans les gaines de passage d'un appartement à un autre. Et on a une vraie difficulté à mobiliser les locataires pour qu'ils soient là au moment où l'entreprise passe. Donc l'entreprise effectivement passe et effectue mais cette décafardisation, mais simplement elle ne peut pas être faite dans tout l'immeuble en même temps. On a réalisé, parce qu'il y avait une problématique très importante rue des Vosges il y a à peu près 3 ans, avec tout un travail d'accompagnement social pour inviter les familles, pour les faire de la sensibilisation et de la pédagogie sur le fait qu'il fallait vraiment qu'on traite l'immeuble en même temps. On l'a fait, ça s'est plutôt pas trop mal passé, hein, Daniel, il y a 3 ans, à peu près 2 ou 3 ans. Sur les tours en question, la problématique, à mon avis, est vraiment beaucoup plus compliquée parce que je ne suis pas sûr que, même dans le cadre d'un accompagnement social et en mobilisant nos travailleurs sociaux, on arrive réellement à pouvoir traiter chaque appartement, c'est-à-dire chaque locataire, pour lui expliquer les enjeux. Je crois que ça peut être difficile, ou en tout cas, c'est une opération de nettement plus grande envergure et qui mérite un temps de préparation nettement plus important. Sur la problématique, Daniel pourra compléter aussi mes propos par rapport à la problématique des 3 tours. Il ne vous a pas échappé que Presqu'île Habitat a communiqué d'ailleurs de façon ambitieuse en lien avec la communauté urbaine sur son plan de patrimoine. En ce qui concerne donc ces 3 tours, une problématique qui se pose, c'est que ce quartier est quartier prioritaire de la politique de la ville. Il y a un habitat qui à l'heure actuelle est dégradé, globalement sur un certain nombre d'immeubles qui ont été bien identifiés. Ensuite, il y a des opportunités qui peuvent se voir. On parle notamment des tours qui sont à l'heure actuelle occupées par les gendarmes et qui vont être libérés dans quelques mois maintenant. Donc il importe de faire un peu une analyse et notamment une étude de programmation urbaine qui permet de nous accompagner dans la décision à prendre sur savoir quelle est la vision que l'on peut avoir de ce quartier, quels sont l'état technique des bâtiments, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été apportées, de façon à ce que collégialement et collectivement, en lien avec Presqu'île Habitat, nous puissions décider ensemble de ce qui est le meilleur pour le quartier, pour son image et pour, bien évidemment, pour les habitants et les locataires de Presqu'île Habitat. Donc c'est la démarche que j'ai annoncée, ou mon souhait d'une démarche. Alors est-ce que ça passe par un concours d'architectes, etc. Vous savez que les concours d'architectes, ils se font sur la base d'un programme. Donc dans un premier temps, quand je dis étude de programmation urbaine, donc c'est bien sur la définition d'un programme qui permettra ensuite de définir la stratégie d'intervention et recours, oui ou non, à des architectes. Quoi qu'on en dise, si on se lance sur des projets de réhabilitation, que sur des projets de réhabilitation lourds, mais là je pars sous le contrôle de Presqu'île pour qui en assure la maîtrise d'ouvrage, eh bien oui, ça fera appel à des compétences spécifiques en la matière. Monsieur le Reculé. Alors, je voudrais revenir peut-être sur la première question qui a été posée pour étendre un petit peu ou compléter le débat. Au-delà du problème des cafards, et je parle sous le contrôle de Frédéric Bastian, nous sommes confrontés aujourd'hui à un autre problème qui fait jour, qui est le problème des punaises dans les logements. Ce sont des sujets extrêmement complexes, très difficiles à traiter, puisque nous nous sommes rapprochés il y a quelques jours
d'un organisme qui est à Nantes. Donc, CAFAR, Punaise, on se retrouve quasiment confronté au même problème. À Nantes, ils ont été obligés de déménager et de vider 2 bâtiments complets, 2 tours, 200 logements, pour assurer un traitement dans le temps. Donc, vous imaginez la problématique qui est posée, c'est-à-dire qu'il faut être en capacité, quelque part, de vider la totalité des logements, de déménager les familles pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'assurer un traitement qui est d'un coût environ entre 400 et 500 € par logement. Donc vous voyez que la problématique, elle n'est pas, je dirais, qu'en termes de traitement, c'est la globalité du traitement et les méthodes utilisées. Donc on essaye dans un premier temps de faire des choses qui sont, comment dire, les plus rationnelles et les plus pragmatiques. Après, s'il faut aller au-delà, on verra bien. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur, mais qui est d'une très très grande complexité. Ça, c'était sur le premier point. Le deuxième point, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, et pour répondre à monsieur Le Gentel, le problème des 3 tours, c'est un problème, d'ailleurs comme toutes les opérations de démolition, qui sont des problèmes extrêmement complexes, qui demandent, je crois, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, parce que ça doit s'inscrire tout cela dans une réflexion globale, notamment du PLH, mais aussi du réaménagement du quartier. Donc, je crois qu'il faudra se donner le temps. Ce problème des 3 tours, ça fait, je crois, à peu près 20 ans qu'il est posé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mener des réflexions parce que c'est nécessaire et indispensable, je crois, de continuer à faire une forme de renouvellement urbain. Après, aujourd'hui, dans les 3 tours, vous avez quand même, sur 300 logements, vous avez encore 240 familles. Donc, avant de déménager 240 familles, il faut commencer à réfléchir, il faut commencer à reconstruire. Vous ne déménagez pas comme ça des personnes du jour au lendemain. Donc, c'est un travail de longue haleine qui demandera, à mon avis, des années et des années, mais qui est un travail qui se fera en commun, bien sûr, avec les collectivités locales, enfin la communauté urbaine et les collectivités concernées. Mais effectivement, je crois qu'on n'échappera pas à cette réflexion, mais qui demande aussi beaucoup de temps et beaucoup de pragmatisme. Oui, sur ce que M. Bastian dit, donc que simultanément, il y a 3 ans, quelque chose avait été fait, donc peut-être il aurait été possible, ou il est possible, d'essayer de le faire à nouveau. Par ailleurs, je crois que dans l'agenda 21, il y avait le fait que les habitants doivent être, une démarche participative dès lors qu'il y a des réorganisations urbaines. Dans le plan patrimonial et les 47 millions dont il a été question dans la presse, certes, certaines dépenses concernent les 3 tours, c'est notamment les fenêtres et le fait de refaire les fenêtres, mais il n'y a pas de fait quelque chose de prévu qui serait des grands travaux. Ne serait-il pas possible, par rapport à ces habitants, qui sont donc 240, comme l'a dit monsieur Le Reculé, de faire une réunion publique à la fois, quand je dis, non, le terme est peut-être mal choisi, de faire une réunion en direction de ces familles, pour leur dire qu'à la différence de l'année dernière, cet hiver, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de panne de chauffage, puisqu'ils ont eu des pannes de chauffage à répétition, et qu'en tout cas, beaucoup sera mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. Par ailleurs, d'expliquer qu'effectivement, il y aura une démarche d'entreprise dans laquelle ils seront associés, et que cette démarche peut passer par un appel à projet auprès d'architectes pour pouvoir définir une évolution de cette partie du quartier. Je pense que ce qui manque un peu dans vos 2 réponses, c'est quelle sera la place de ces habitants dans cette méthode qui sera retenue. Voilà, il ne s'agit pas effectivement de dire nous allons mettre les familles à l'extérieur et faire une décafardisation importante. Ce qui a été fait il y a 3 ans peut peut-être être refait prochainement aussi. Ok. Non, je vous rassure, hein, on a toujours, là aussi je parle sous le contrôle de Daniel Le Reculé, mais dans toutes les opérations, quelles qu'elles soient, qu'on a menées, on a toujours fait en concertation avec les habitants. Et je crois d'ailleurs qu'on est pratiquement une des villes, pas dire la ville de France où on concerte le plus, mais la démarche mise en place, notamment exemplaire au niveau des conseils citoyens, dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est aussi un des nouveaux outils de concertation. Et je dirais, c'est même plus que de la concertation.
puisque les élus ne font même pas partie de ces conseils citoyens. Donc, pour vous dire, si on a franchi un nouveau seuil. En ce qui concerne donc après les problématiques qui sont liées à la gestion locative, il y a aussi des instances de concertation dans lesquelles les locataires, cette fois-ci, sont représentés. Mais c'est un autre champ. Donc, ce que je veux dire en clair, sur le quartier, sur l'ensemble, oui, il y aura de la concertation, mais dans un premier temps, pour que nous puissions alimenter cette concertation, il faut aussi qu'on ait un certain nombre d'éléments à apporter justement à la discussion, d'où la nécessité d'avoir une vision claire en termes, dans un premier temps, de programmation sur les champs du possible. Et ça nous paraît extrêmement important, et pour moi, c'est un préalable. Donc, pour revenir à la délibération, donc je propose de la soumettre aux voix, parce qu'on ne l'a pas votée, concernant donc cette convention donc avec la Caisse des allocations familiales de la Manche. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité, et je vous en remercie. La délibération donc suivante est une délibération exemplaire qui va montrer aussi le niveau d'intervention de la ville de Cherbourg-Octeville, puisque dans le cadre du programme de logement Tiamo, donc nous avons une convention de partenariat avec la Fédération Autonomie et Habitat. C'est bon, excusez-moi. Comme vous l'indiquez, c'est effectivement une délibération exemplaire. Il vous a déjà été présenté, je crois, au mois de janvier. Je crois que c'est au mois de janvier que vous a été présenté le programme de Tiamo, de la Fédération Autonomie et Habitat, qui s'adresse à des personnes très lourdement handicapées, des personnes qui ont eu soit un accident grave et qui ont terminé un parcours de réadaptation fonctionnelle, mais qui ne disposent pas de solution de logement adaptée et suffisamment sécurisée pour assumer une vie autonome, qui vivent déjà dans un logement, mais qui doivent faire face à l'évolution d'une maladie chronique qui nécessite une prise en charge et un logement plus adapté, et des personnes en situation de handicap moteur depuis leur naissance et qui vivent actuellement en établissement médico-social. Ce programme est exemplaire dans la mesure où, à double titre, le premier, c'est qu'il s'inscrit dans une mixité sociale, puisqu'il y a aussi des logements sociaux. C'est donc Presqu'île Habitat qui a assuré la maîtrise d'ouvrage de ce programme. Et il est aussi exemplaire parce qu'il permet à ces personnes très lourdement handicapées d'être en autonomie dans leur logement par un principe de mutualisation d'aide qui leur permet ainsi de rester autonomes dans leur logement. Et la ville est partenaire à ce projet à deux titres. Tout d'abord, le CCAS va assurer la permanence 24 heures sur 24 avec des agents pour permettre le maintien de ces personnes dans leur logement, c'est-à-dire une présence physique, 24 heures sur 24, ou si un locataire a besoin d'un geste pour l'aider dans sa vie courante, il y a quelqu'un qui sera à disposition, et c'est donc le CCAS qui répondra à ce partenariat. Et enfin, la Fédération Autonomie et Habitat a souhaité que la ville de Cherbourg soit partenaire dans la démarche de peuplement de ces logements dans le cadre d'une commission qui réunit différents acteurs. Il y a le conseil départemental, il y a le service d'aide à domicile, enfin il y a plusieurs représentants de l'État, de la communauté urbaine, de la Fédération Autonomie et Habitat, pour assurer le peuplement de ce programme. Donc il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention concernant la participation de la ville de Cherbourg au comité qui va participer au peuplement de ce programme. Si vous avez des questions, non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Et j'insiste sur l'importance de cette délibération et qui montre le niveau vraiment d'implication de la ville pour accompagner ce beau projet.